Bonjour et bienvenue dans Café sur Seine. Aujourd'hui, je suis dans le cabaret le plus ancien de Paris, le Paradis Latin. Et j'ai l'honneur de recevoir Kamel Ouali. T'es jeune et magnifique. Ah, merci. Et d'ailleurs, on fait passer des castings pour la nouvelle meneuse. Ah, Tu chantes? malheureusement non. Tu danses? Oh, je danse un peu. Un peu, ça suffit pas. Mais je peux travailler, tu sais. D'accord. Bon. Bonjour Kamel. Bonjour. Je suis ravie de te rencontrer. Ah, moi aussi. On dirait Une date. une date. Ça y est, on Ça est commence super bien. on est déjà D'ailleurs, dans c'est plutôt l'intimité. café ou plutôt thé? Toi, tu es plutôt thé apparemment. Moi, plutôt thé, Moi, je vais ouais. rester à l'eau pour Allô? l'instant. Je verrai Ça après. ira, alors. Ah oui, tu es galant en plus. Ah, en plus, ouais. Alors donc du coup je vais faire ta petite promo en attendant. Tu es aux commandes de 2 spectacles au Paradis Latin. Ouais. Donc l'Oiseau Paradis en représentation tous les jours sauf le mardi. En journée les mercredis, samedis et dimanches. Oui. Et mon premier cabaret tous les jours pendant les vacances scolaires. Tous les jours pendant les vacances scolaires, tout à fait, et le week-end, et le mercredi. Vous avez tout dit? Oui. Non, vous avez oublié un truc J'ai oublié quoi? hyper important. L'Oiseau Paradis cartonne tellement qu'on rajoute une deuxième soirée. C'est-à-dire que le week-end, on ne joue pas une fois, mais on joue 2 fois. Ah génial. Ouais, non, c'est plutôt chouette. C'est des choses qu'on aime bien entendre quand on dit que les salles se remplissent et que du coup, il faut rajouter des dates et des dates et des dates. C'est plutôt cool, ça veut dire qu'il y a une vraie rencontre avec le public. Exactement. Alors ici on est dans un lieu mythique. Avant de parler de toi, on peut parler quand même de cet endroit qui est quand même le plus ancien cabaret de Paris. Ouais. Donc historiquement créé par Napoléon. Tout à fait. Puis après, en 1889, par Gustave Eiffel, remis en lieu spectacle burlesque. Pardon. Parce qu'en fait, donc Napoléon désire ce cabaret. C'était un théâtre bourgeois. C'est ça. Et malheureusement, à un moment donné, il y a un incendie. Et il est reconstruit par Gustave Eiffel. Et j'adore l'idée parce que grâce à lui, en fait, toute la structure, elle est métallique, comme la Tour Eiffel. Donc du coup, je peux mettre des aériens un peu partout et le spectacle est à 360. Parfois, on est en train de dîner, puis tout d'un coup, on lève la tête, puis on se rend compte qu'il y a des danseurs et des danseuses qui sont au-dessus de nous et ça, c'est plutôt chouette. C'est ça, tu peux t'éclater en fait. Ah, je m'éclate à fond. Alors parlons un peu de toi. Alors les petits garçons, ils veulent souvent faire, dans les clichés, un pompier, policier. Toi, tu as toujours voulu être chorégraphe? Alors, j'ai toujours voulu être chorégraphe à partir du moment où j'ai été prendre mon premier cours de danse. Avant mon premier cours de danse, je ne savais même pas ce que c'était la danse, ou je ne savais même pas que ça pouvait être un métier. Mais c'est vrai qu'à l'âge de 12 ans, quand il y a ma sœur qui m'emmène prendre mon premier cours de danse, je dis 12 ans, mais c'était peut-être plutôt 10, là, coup de cœur absolu, notamment pour cette professeure qui s'appelle Nadia Guiteau. C'est en banlieue parisienne, c'est à la Courneuve. Dans les 4000 logements. Et j'ai un coup de cœur parce qu'elle ne me parle pas de danse. Elle dit mais racontez-moi une histoire. Mais en fait, je passais une audition. Elle voulait un garçon pour le spectacle de fin d'année. Donc on s'est retrouvé à une quinzaine de gamins qui étaient généralement le petit frère d'une des filles qui prenait les cours de danse. Et puis à la fin de la session de répétition, elle dit c'est lui qui va le faire parce qu'il a les yeux qui brillent et tout. Et en fait, elle a saisi qu'il s'est passé vraiment quelque chose. J'ai eu une révélation à ce moment-là. Parce que tu avais 12 ans, mais tu n'avais pas d'initiation en danse, c'est vraiment... Ah non, mais vraiment rien. Je ne savais même pas que... Oui, je savais que ma soeur faisait de la danse, mais je savais pas, j'avais aucune notion. Mais vraiment, je suis sorti de là et j'ai dit à ma soeur, c'est le métier que je ferais. Alors, tu as été chorégraphe de beaucoup de stars. Laquelle t'a le plus marqué ? Maria Carey, parce qu'on dit que c'est une grande diva et c'était vraiment au moment où elle explosait. On a tourné avec elle dans plein de pays, pour plusieurs trucs. J'ai travaillé avec elle sur 2 singles et mes danseurs sont partis faire des émissions un peu partout avec elle et des concerts. Et finalement, c'était la personne la plus accessible. Ah oui? Ouais. Alors, c'est vrai que sur les plateaux, il y avait quelqu'un qui arrivait avec un gobelet et une paille et qui lui donnait à boire et elle ne touchait même pas le gobelet. Donc, il y avait ce côté-là qui était très marrant. Mais dès qu'on sortait du studio de télé ou du concert ou n'importe quoi, c'était « vous venez tous dîner avec moi et puis on se retrouve là et on fait la fête ensemble. Et non, mais je veux pas qu'il soit dans un hôtel différent. » C'était vraiment ça. Et pourtant, l'image qu'on a d'elle, c'est qu'on pourrait se dire qu'elle était complètement diva, inaccessible et tout. Et en fait, pas du tout. Après, il y a d'autres personnes qui m'ont vraiment marqué. Aznavour.
Je suis le seul qui a fait des chorégraphies pour Aznavour. Et c'était assez drôle parce qu'il demande à Nathalie André, qui était une grande programmatrice, de télévision, qui dit ok, mais moi aussi je voudrais que Kamel me fasse des chorégraphies. Ah bon, toi qui refuses tout le temps qu'il y ait de la danse et tout. Non, mais là je voudrais que Kamel vienne. Par contre je veux le rencontrer, qu'on discute de ce qu'on va faire et tout ça. Donc c'était pendant la Star Academy. On va le rencontrer. Et il parle de lui, puis à bout d'un moment, elle me tape dans le pied parce qu'elle avait aussi plein de choses à faire. Mais moi, c'était une période d'urgence. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas le temps de déjeuner, pas le temps de dîner, le temps de rien. Et elle savait que j'avais 1 million de trucs entre la Star Academy, les comédies musicales que je faisais, pourquoi pas Fashion Show, bon voilà. Et lui, il parlait de toute son histoire, de comment il avait écrit l'idée d'écrire cette chanson. Et puis à un moment donné, elle lui dit bon, bah écoute Charles, là il va falloir qu'on y aille avec Kamel et tout, donc qu'est-ce que tu désires? Ah non, mais tout va bien, moi Kamel, je lui fais confiance, qu'il fasse ce qu'il a envie, je lui fais confiance. Et on a été au rendez-vous, c'était Et donc tu as fait comme tu voulais. J'ai fait comme je voulais. Alors après arrive la notoriété aux yeux du grand public avec la télé, et notamment Star Academy. Bien sûr. Alors comment on vit cette notoriété soudaine finalement? Alors, pas si soudaine que ça. Pour moi, beaucoup plus facile que, par exemple, les élèves qui, eux, intégraient le château. Oui. C'est que moi, je faisais ce métier depuis très, très longtemps. Donc, je savais ce que c'était de la notoriété. Parce que finalement, je travaillais avec plein de gens qui étaient hyper connus. D'ailleurs, quand moi, j'ai fait la Star Academy, j'étais connu par les gens du métier, mais pas par le grand public. C'est ça. Et, mais je savais quel était le rapport avec les fans et tout ça, même si moi, je n'étais pas vraiment concerné, mais je voyais comment ça se passait autour. Pour rien vous cacher, c'est vrai que l'émission, je crois qu'on tourne un samedi. Genre début de semaine, je me retrouve dans la rue et tout le monde me dit Kamel, ça m'a fait un peu bizarre. C'est ça, il y a des inconvénients j'imagine quand on est reconnu dans la rue. Ouais, ça m'a fait bizarre parce que je ne m'y attendais pas forcément, mais j'avais beaucoup de recul par rapport à ça. Pour les jeunes qui intégraient le château, je parle bien à l'époque où ils ne savaient pas trop où on allait, plus compliqué parce que, et puis à l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'était l'émeute. Moi je me rappelle qu'un jour j'allais voir le concert de Britney Spears et j'ai eu une meute de gens qui m'ont sauté dessus. Il y a les gardes du corps qui m'ont c'était digne d'une scène de film quoi. Et je comprends qu'il y a certains gamins qui aient pété les plombs parce qu'ils n'étaient pas du tout préparés à ça. Qu'est-ce que tu as le plus aimé dans cette période Star Academy? Le fait que ce soit une émission en direct, le fait que je puisse faire des mises en scène de fous, qu'il y avait des gens aussi fous que moi pour me suivre, que ce soit les élèves, que ce soit la production et tout ça. On a fait des trucs vraiment dingues. Par exemple, un jour je dis oui, alors je voudrais que la faire sauter d'un avion, donc un saut en parachute, et puis après le parachute, on fera un raccord et on arrivera directement sur le plateau avec le parachute. Et donc l'élève c'était Cynthia et elle dit mais pas du tout, j'ai trop peur et puis non, j'ai le vertige et ceci et cela. Moi j'ai le vertige, mais en fait j'aime avoir le vertige, c'est un peu spécial. Et à ce moment-là je lui dis je le fais avec toi. Mais pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai dit ça? Quand ils ont ouvert, quand ils ont ouvert quand ils ont ouvert les portes de l'avion, j'ai dit mais même pas. C'est le seul moment qui fait flipper en fait. C'est le moment où on vous dit allez, il faut aller au bord et tout, et là il faut sauter. Ah mais je ferai pas donc. Mais faites-le parce que c'est quand même un super exercice. Donc tu l'as fait. Je l'ai fait, et c'était génial. Tu as été aussi metteur en scène de beaucoup de comédies musicales, Cléopâtre, Les 10 Commandements. Qu'est-ce qui est le plus dur dans cet exercice de mise en scène quand on met en scène une comédie musicale où j'englobe aussi les opéras sur lesquels je bosse aussi, qu'est-ce qui est le plus dur? Je vais dire un truc très particulier, c'est de lâcher. Il y a des moments où, par exemple, j'ai des envies qui ne fonctionnent pas. Techniquement, ou même par rapport à des budgets, ou par rapport au budget, et il faut lâcher prise, il faut lâcher, et puis aller puis chercher d'autres idées. Et en fait, c'est pas ça qui me gêne. Ce qui me gêne, c'est à chaque fois, je me dis, mais en fait, de ce spectacle-là, j'aurais pu en faire 4 ou 5. Et je me dis, par exemple, là, je suis au Paradis Latin. Paradis Latin, il y a une vingtaine de tableaux, peut-être un peu plus, mais j'aurais pu en faire 70. Oui. Et c'est à chaque fois de me dire, mais quand même, ça aurait été tellement génial de vivre ça. Alors peut-être qu'un jour, je ferai une mise en scène qui durera 8 heures.
Peut-être. Vous viendrez voir ou pas? Écoute, si c'est incroyable, pourquoi pas, il faut voir. Alors moi, je me suis posé une question parce que quand on prépare justement une comédie musicale, on travaille pendant 2 ans ou plus, j'imagine. La préparation de la mise en scène, la comédie, tout ça. 2 ans avant que le public ne vienne, est-ce que pendant ces moments, ces longs 2 ans, est-ce que tu as des moments de doute où tu te dis est-ce que ça va marcher? Parce que c'est une période anxiogène, tu te dis qu'est-ce que ça va donner? Alors je me demande jamais, quel que soit le projet sur lequel je travaille, je me dis jamais ce qu'il va y avoir la rencontre avec le public. Moi, ce qui est hyper important, c'est le plus important, c'est qu'il y ait la rencontre avec le public. Mais au moment de l'écriture, au moment du travail et tout ça, je me dis pas, ah là là, je vais faire un truc pour que ça plaise. Non, je vais jusqu'au bout de ce projet. J'essaye d'être le plus imaginatif possible, d'être le plus surprenant possible, mais sans vouloir absolument séduire le plus grand nombre. Parce que je pense que déjà je me reproduirais tout le temps la même chose, et puis en plus je pense que ça n'existe pas, sinon tout le monde ferait que des gros succès. Oui, évidemment. Alors, ça t'a fait quoi d'élaborer ta propre attraction pour le Futuroscope? Parce que là, t'as plus des danseurs devant toi, mais t'as des ingénieurs. Ça doit faire bizarre, non? Ah bah, c'était plus que bizarre, parce que j'ai été faire ça. Donc ça s'appelait Danse avec les robots. Oui. Et quand les gens du Futuroscope m'ont contacté pour monter ce projet, ils m'ont dit voilà, bah, tu travailleras avec des ingénieurs allemands qui construisent des voitures d'une marque que tout le monde connaît. Ok, d'accord, très bien. Alors donc, premier rendez-vous, on va en Allemagne. Je me retrouve entouré d'ingénieurs qui me font ok, on va faire un spectacle. Et bon, j'avais été choisi sur un dossier avec une agence. On était plusieurs sur ce projet-là. Ce qui a le séduit le plus, c'est que l'idée, c'était de se dire voilà, on va danser dans la main de King Kong. Sauf que c'est pas King Kong, c'est un robot géant. Et les gens vont pouvoir aller sur la main de ce robot et danser avec le rythme de la musique, avec différents rythmes et tout ça. Et voilà, expliquer ça à des ingénieurs qui ont l'habitude de faire des voitures, ça a été une expérience incroyable parce qu'en fait ça les éclatait. Ça les éclatait de partir là-dessus. Et puis moi, c'était marrant de me retrouver en face de ces gens-là qui... Fallait que tu adaptes un peu ton vocabulaire aussi. Ah bah complètement. Pour qu'ils comprennent, c'est sûr. Mais c'était dans les deux sens. Hein. Ouais, j'imagine. Ouais. Alors, les spectacles maintenant. Depuis 2019, tu t'occupes de la revue Paradis Latin avec le spectacle L'Oiseau Paradis. Quand on t'a proposé cette proposition, tu l'as acceptée tout de suite? Alors, il y a une longue histoire avec le Paradis Latin et moi. C'est qu'on m'a proposé à plusieurs reprises de monter la revue. C'était pas le bon moment. Le rendez-vous, c'était pas possible. Il y a eu trop de boulot, trop de ceci, trop de cela. Et ils ont fait un appel d'offres à plusieurs metteurs en scène et chorégraphes que j'aime beaucoup et que j'admire, qui sont talentueux. Mais il n'y a pas eu la rencontre. Et au bout d'un moment, l'ancien directeur a dit à Walter Butler, le propriétaire des lieux, il dit bon, voilà, nous on avait très envie de travailler avec Kamel Wally, mais il nous a déjà refusé 2 fois.
Et Walter dit, ah non, non, mais tu l'invites, il faut qu'il vienne dîner le plus rapidement possible. Moi, je veux le rencontrer. C'est vrai que je me rappelle la Starac, il y avait des trucs de dingue. Et donc, je viens un soir assez rapidement. Je dis, bon, allez, va dîner, va voir le spectacle, va écouter ce qu'ils ont à te raconter. Et puis là, il m'explique que voilà, il a repris le lieu, qu'il désire en faire voilà, un lieu assez festif, qu'il veut tout refaire, que ceci, que cela. Et c'est vrai que ça me donne envie. Et après, il me balance quand même, là, ouais, peut-être un problème d'ego, il me balance les noms de ceux qui sont sur ce projet-là et qui ont déposé un dossier, qui ont eu quelques mois pour proposer un dossier. Il me dit, voilà, il me dit, nous on adorerait que tu le fasses, mais on ne va pas te donner le projet comme ça. Il faut quand même que tu nous dises ce que tu as envie de faire et tout ça. Mais dans une semaine, il faut vraiment qu'on dise aux autres si on fonce avec eux ou pas. J'y mets une semaine, c'est pas possible, j'ai plein de trucs. Je sors d'ici, il devait être 1h du mat. J'appelle mon assistante, je dis écoute Marjorie, il faut qu'on travaille là-dessus. Oui. Tu vois, j'ai quelques idées, voilà. Finalement, en 3 jours, on bosse comme des malades. Je l'appelle genre 3-4 jours après, je dis écoute, j'ai un truc à te proposer. Ah bon, bah génial. J'arrive avec un dossier, il me dit mais t'as fait ça en 3 jours? J'ai dit oui, oui. Et en fait, la revue qu'on voit aujourd'hui, c'est vraiment ce que j'ai écrit. Ah oui? Ouais. Deuxième surprise, c'est ok, bah c'est génial, donc c'est avec toi qu'on a envie de travailler, mais il faut qu'on soit prêt dans 4 mois. Il dit comment ça? On part de zéro, pas de casting, pas de musique, pas de décorateur, rien. Et là, je lui dis ok, mais j'ai carte blanche et je viens avec mes équipes, décorateurs, costumes, tatati, tatata. J'appelle tout le monde, mais t'es fou, mais t'es fou, mais t'es fou, mais on vient, viens, on y va. Et on était là de 7h du matin à 2h du matin. Il y avait, en même temps qu'on répétait, il y avait l'atelier couture. C'était vraiment, vous vous rappelez des scènes de Fame, oui, la série, oui, où il y a tout le monde qui dansait partout. C'était ça. C'était vraiment, mais ça, mais partout. Et puis tout le monde avait très envie. Ouais, c'est génial. Tout le monde, ça a drainé une énergie incroyable. Les décors se faisaient en même temps, donc mais on n'entend pas ça, si, ça. Il y avait bruit de marteau-piqueur et tout. Et en fait, ça a été génial. Très très belle aventure. Quelles ont été tes inspirations pour créer l'histoire et la scénographie de ce spectacle? Paris. En fait, ce qui est assez incroyable, c'est que j'ai fait des recherches pour ce lieu. C'est quand même Napoléon qui a désiré cet endroit. Gustave Eiffel qui l'a reconstruit, et jamais personne n'a fait un tableau sur Napoléon. Jamais personne n'a mis autant en valeur Paris que moi. Je voulais que ce soit une revue parisienne, qu'elle soit cosmopolite, qu'il y ait des grandes, des petites, je parle des danseurs et danseuses, qu'il y ait des gens de toute origine. J'avais envie de l'impression, en fait j'avais envie d'être dans la ville, une ville magnifiée, de me dire que dans la vie de tous les jours, tout le monde est costumé, tout le monde est incroyable, qu'on soit grand, petit, magnifiquement beau ou pas vraiment, voilà. Mais en fait j'avais envie de retrouver moi mon Paris désiré ou fantasmé. Et par exemple moi quand on ouvre les portes, pas quand on ouvre les portes, mais quand le spectacle commence, c'est Napoléon qui arrive, qui rentre à la maison. C'est pas rien. C'est pas rien. Mais bon, surprise. Je ne veux pas vous dévoiler quel est ce tableau, mais c'est un Napoléon un peu spécial. Mais en tout cas, ça donne envie parce que rien que la bande-annonce, moi je l'ai trouvée sublimissime. Ouais. Et il y a une vraie part à l'érotisme, je trouve, dans la bande-annonce. Ouais. C'était voulu, j'imagine. Oui, alors c'est une revue qui est très sensuelle, mais en même temps... C'est sensuel, c'est voilà, ça. En même temps, il y a des familles qui viennent
Oui. Il y a des familles avec des gamins. Moi, au début, alors je vais vous dire, hein, moi, le premier, j'ai dit, bon, vous allez l'interdire aux enfants de, je sais pas, au moins 13-14 ans, non? Non, pas du tout, non, non. Et en fait, on voit des gamins, des familles qui viennent avec des gamins de 5, 6, 7 ans. Et les gamins sont, sont émerveillés et ils n'ont pas du tout le regard que nous, on peut avoir. Oui, c'est ça. Voilà, et c'est magnifique. Et depuis 2022, on peut voir le spectacle Mon premier cabaret au Paradis Latin. Ouais. C'est un spectacle d'initiation au cabaret. C'était l'envie de faire venir un peu toute la famille, justement, sans limite d'âge. Ouais. Bah, en fait, j'étais assez surpris, mais il n'existe pas de cabaret pour la famille ou pour les ados ou pour les enfants. Ça n'existait pas. C'est nulle part. Vous pouvez faire des recherches, il n'y en a ni en France ni à l'étranger. Et donc j'ai proposé à Walter Butler, et donc toujours propriétaire des lieux, je n'ai pas encore racheté, c'est bientôt. J'ai dit, écoute, j'adorerais monter un spectacle pour la famille, quoi, un spectacle dédié, pas aux enfants, mais vraiment un spectacle qui fédère toute la famille. Et il me dit, bon voilà, je vais expliquer un peu ce que je voulais. Puis il m'a dit, allez banco, on fonce. Et c'est vrai que ça matche super bien. Et que les gamins, même moi, voilà, mes gamins qui ont 2 ans, ils regardent le spectacle et ils restent vraiment hyper concentrés du début jusqu'à la fin. Et pour autant, les ados, quand ils viennent, ils s'éclatent, les parents aussi. Et ça, bon, vous êtes aussi maman. Maman, oui. Vous avez donc emmené vos enfants voir des spectacles pour enfants. Comme toutes les mamans, vous avez dû vous endormir. Ou pas. Ça m'est arrivé. Mais... Non, mais c'est vrai que c'est super pour les gamins, mais c'est un peu ennuyeux pour les parents. Les spectacles pour enfants, je comprends. C'est mignon, mais c'est pas des spectacles pour nous, c'est vraiment, on emmène nos enfants. Là, c'est vraiment le spectacle qui fédère toute la famille, et j'avais vraiment envie de ça. Après, je savais pas si ça allait marcher ou pas, et honnêtement, ça matche super bien. Donc, il n'y a pas de femme nue? Ah, non, il n'y a pas de femme nue. Plastic bag drifting through the wind, wanting to start again. Do you ever feel so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in? Do you ever feel already buried deep, 6 feet under screens, but no one seems to hear a thing? Do you know that there's still a chance for you, 'cause there's a spark in you? You just gotta ignite the light and let it shine. Just own the night like the 4th of July. 'Cause baby, you're a firework. Come on, show 'em what you work. Make 'em go, ah, ah, ah. You're gonna leave 'em going, ah, ah, ah. Even brighter than the moon, moon, moon. Boom, boom, boom. Even brighter than the moon, moon, moon. Alors, un petit quiz. Avec mon premier cabaret, tu expliques aux enfants l'univers du cabaret. J'ai envie de te faire une interview, mon premier. D'accord. Donc, je te donne des exemples et tu me réponds. Si tu veux bien, bien sûr. Ton premier amour, c'était à quel âge? Mon premier amour, c'était à quel âge? Oh, très très tôt. Je suis un amoureux, moi. C'est vrai? Ouais. Oh, je pense que j'avais même pas 10 ans. Ah, Ouais. t'es un cœur d'artichaut. Ouais, ouais. Ton premier 0 à l'école, c'était dans quelle matière? Tu t'en souviens? Non. T'as jamais eu de 0, t'es parfait. Non, je suis pas parfait du tout. Mais alors moi, à l'école, j'étais le chouchou des profs et des élèves. Ça m'étonne pas. Et des élèves, des deux. C'est rare quand même, non? Non, ça a toujours bien matché à l'école. En relationnel, ça a toujours bien matché. Ta première danse, c'était quoi? Ma première danse, c'était quoi? Avec ta maman, peut-être? Non. Ma première, ça, c'est un vrai. Je ne me suis jamais posé la question. Une kermesse d'école, peut-être? Bon, ça devait être un slow, je pense, non? À l'époque, il y avait des booms et tout. On dansait le slow. Tu penses que c'était le slow? J'espère. Je prends. Ton premier émerveillement pour un show qui n'était pas le tien? Pina Bausch avec le Sacre. Ça, c'est. Je pense que je pourrais le voir et le revoir et le revoir
c'est l'une des plus belles choses que j'ai vues dans ma vie. C'est vrai? Ouais. Ton premier gros doute artistique? Bah, tous les jours. C'est vrai? Ouais. T'es Bah oui. anxieux? Non, je suis pas anxieux, mais j'ai des doutes, bien Ouais. sûr. Ah ouais, heureusement. Ouais, comme tout le monde. Bien sûr. Ton premier gros cachet? Mon premier gros cachet, bah, ça dépend quel âge on a. Moi, quand j'ai 15 ans, que je remplace ma prof de danse et que j'ai, je sais pas combien on me donnait à l'époque, pour moi, c'était un super gros cachet. J'étais hyper content. Oui, j'imagine. Voilà. Et du coup, j'allais dire ton premier gros achat? Un appartement pour mes 18 ans. Ah, c'est bien. Ouais. Merci Kamel Ah, merci à toi. pour ce moment Bah oui. partagé. Viens, on s'embrasse. Allez. Parce que Et puis, on se fait un petit selfie. C'était un moment merveilleux. Oui, J'ai maintenant viens, on hâte- danse. Et tu entends la musique ou pas? Oui, j'entends la musique. Ouais, Tu veux c'est- danser quoi? Bon, à slow.